Acheter sa première maison, c'est la décision la plus importante de toute une vie, car ça va engager la plus grosse dépense pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, on va justement discuter de la façon possible d'acheter sa première maison. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un personnage qui voudrait acheter sa première maison. Donc, on va partir du principe que je suis locataire actuellement. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels contacts j'ai besoin aussi pour acheter donc cette première maison? Tout d'abord, je vais prendre rendez-vous soit avec mon banquier, soit avec un courtier hypothécaire pour connaître le montant maximum, que je vais pouvoir me permettre de viser lors de mes recherches pour acheter une maison. Ensuite, mettons, on va prendre un chiffre fictif, 500 000 $. C'est le montant maximum que je peux me permettre pour acheter une maison. Là, j'ai besoin minimum de 5 de mise de fonds. Ça, c'est uniquement la mise de fonds, donc ça représente à peu près, c'est pas à peu près, c'est 25 000 $. Donc d'un montant de 500 000 $, 5 c'est 25 000 $. À ça va s'ajouter donc des frais, mais on va voir un peu plus loin ce type de frais-là. Maintenant, j'ai le montant maximum, j'ai ma mise de fonds, je vais entrer en contact bien souvent avec un courtier immobilier. Pourquoi? Parce que lui, c'est une personne professionnelle et qualifiée qui connaît le marché immobilier, donc il va tout de suite me guider vers, les bons emplacements. Est-ce qu'on est dans un marché de surchauffe? Est-ce qu'en ce moment c'est calme? Est-ce que, ça vaut le coup que je fasse une offre sur cette maison ou bien, c'est peine perdue parce qu'il va y avoir de la surenchère? Et cetera, et cetera. Donc là, on commence à visiter les maisons, puis justement, on a notre liste de critères. Malheureusement, souvent la réalité nous rattrape et on va voir que, la maison de nos rêves, par exemple le château au sommet d'une montagne ou autre, c'est pas toujours, réalisable. Donc là, on diminue un peu notre liste de critères, mais il y a des critères parmi lesquels on va absolument pas pouvoir, s'en passer. Par exemple, moi, à titre personnel, je sais que, j'ai pas spécialement besoin de 5 chambres. Donc si j'avais demandé 5 chambres, je vais réduire à 3 chambres. Ça, c'est quelque chose, on va dire, généralement réalisable pour beaucoup d'entre nous. Quelque chose avec beaucoup de travaux. Ça aussi, moi, à titre personnel, même si je suis un petit peu, manuel, les travaux, ça a été, pour bien des couples, la raison, d'un divorce, la raison de beaucoup de problèmes, des disputes et cetera. Donc moi, c'est un problème que je ne veux pas me rajouter. Puis souvent une maison avec des travaux, heu, c'est le problème de quelqu'un et moi j'ai tendance à dire que je n'achète jamais le problème de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas débarrasser quelqu'un de sa corde pour me la mettre autour de mon propre cou. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je regarde, le montant que finalement justement le courtier, il m'a proposé, admettons ce 500 000 $. Est-ce que je vais aller là côté ou pas? Moi, à titre personnel, honnêtement, ce chiffre-là, je m'en fiche. Je serais capable d'aller là côté sans problème, à partir du moment où la mensualité respecte ce que je peux me permettre. Par exemple, si, on va dire, on va faire un chiffre rond, si c'est 1 500 $ par mois et que je peux me le permettre, j'ai aucun problème à aller au maximum du montant qui m'est accordé par la banque. Parce qu'encore une fois, moi, je vais voir le montant, mensuel que je vais engager financièrement. Est-ce que c'est un investissement ou pas, une maison? On va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui parce que, c'est pas le but. Moi, à titre personnel, je vois ça comme une épargne forcée, mais il y en a qui vous diront que c'est un investissement et cetera. Personne n'a tort, personne n'a raison, c'est vraiment, il y a un tout en fait. Il y a le timing, il y a l'endroit où vous achetez. Est-ce que vous achetez, par exemple pendant la pandémie, si vous achetez quelque chose à 100 000 dans le coin de Montréal, 1 semaine après, je pense que vous pouviez le vendre, 1 fois et demi son prix. Mais encore une fois, c'est le timing. Donc ça, c'est vraiment, un petit peu, la faute à pas de chance, comme on dit. Donc revenons à notre fameux achat de maison. Moi, à titre personnel, comme je vous dis, je regarde la mensualité. Très bien. Mais un critère aussi auquel on ne fait pas attention, c'est que si jamais dans le coin où je cherche, il n'y a rien, puis que je dois m'éloigner, je dois penser aux autres frais, entre guillemets, qui seront cachés, qui ne seront pas tout de suite visibles. Par exemple, le déplacement jusqu'à mon lieu de travail, ça va engager des coûts financiers, pas seulement au niveau de la consommation d'essence, mais vu que je vais faire plus de kilomètres,
ma voiture, va falloir que je l'entretienne plus souvent, au niveau des pneus, au niveau des changements d'huile, et cetera. Puis peut-être que mon petit véhicule d'occasion ne faisait pas l'affaire, donc il va me falloir un véhicule bien plus adapté, pour des longues distances, et cetera. Donc ça, c'est une charge qui peut s'ajouter à ma mensualité de ma maison. Donc ça, faut y penser. Au-delà de ça, il y a justement, d'autres critères. Est-ce que, par exemple, vous vouliez une petite maison, une grande maison, une moyenne maison? Encore une fois, pour faire un parallèle avec la restauration, si vous alliez dans un magasin, dans un restaurant plutôt, vous allez choisir une portion petite, moyenne, grande, en fonction de votre appétit, puis de votre capacité justement à engranger cette quantité de nourriture. Bon, c'est pareil pour une maison. Si je l'achète trop grande, ça va demander plus de nettoyage, et cetera, plus d'entretien. Petite, moins d'entretien, mais moins d'espace. Donc le juste milieu, en fait, il se discute, avec votre professionnel. Puis encore une fois, si vous achetez tout seul ou à plusieurs, vous en discutez avec les personnes concernées par l'achat. Maintenant, félicitations, vous avez trouvé votre maison, vous avez acheté, vous êtes passé devant le notaire. Eh bien, les frais supplémentaires justement qui s'ajoutent aux fameux 5 de mise de fonds, le premier, auquel souvent on ne s'y attend pas, mais c'est la taxe de bienvenue. Vous recevez, une jolie enveloppe, puis là, on vous dit: «Bienvenue», mais vous devez payer. Alors c'est un montant qui sera, souvent connu à l'avance parce que votre notaire va vous le dire avant même, que vous recevez ce courrier-là, vous saurez à quoi vous attendre. Généralement, vous les recevez dans les 6 premiers mois, puis vous avez 30 jours pour payer le montant. Ensuite, vous avez des taxes municipales qui viennent à chaque année, un petit peu avant le mois de mars. Puis ça, en fonction des villes, vous allez soit devoir le payer en une fois, soit en 3 fois, soit en 6 fois. Puis ça dépend vraiment en fait de l'évaluation de votre maison. Parce que si vous avez acheté votre maison trop chère ou en surenchère ou pas assez cher, peu importe, la mairie va se baser sur une évaluation, puis vous allez recevoir votre taxe municipale en fonction de cette évaluation-là. Bon, ça c'est, au niveau des coûts. Il y a des coûts encore cachés là aussi parce qu'une grande maison, heu, tout l'entretien va être de votre responsabilité. Par exemple, si vous avez une grande cour, vous vouliez, une grande cour, il faut la déneiger parce que là, quand il y a des tempêtes de neige, pour sortir votre voiture, c'est pas évident. Le jardin, c'est à vous de l'entretenir. Donc tous ces frais-là, en fait, sont vraiment, vont venir s'ajouter justement à cette fameuse mensualité. C'est pour ça que moi, si je venais acheter demain, une maison, c'est vraiment, c'est que cette question-là que je vais me poser. OK, j'ai le montant maximum que je peux me permettre par mois, mais est-ce que j'ai du lousse justement pour pouvoir venir m'engager dans ces frais-là? Certains vous parleront de pourcentage, comptabiliser à peu près 1,5 à 2 d'entretien annuel. Oui et non, parce qu'en fait, voilà, ça c'est une moyenne, mais les chiffres en vrai, on peut quasiment leur faire dire ce qu'on veut, tout dépend dans quel sens on les prend. La réalité, c'est que si vous arrivez, puis 3 ans après, vous devez changer toutes les fenêtres, je doute que toutes les fenêtres représentent 1 de l'achat de votre maison si vous avez 15 fenêtres. Donc déjà là, le 1 il tient pas la route. C'est pour ça vraiment, qu'on dit que c'est un engagement ou c'est le plus gros engagement parce que justement, ça nous ramène aussi à la réalité et il faut l'accepter. Faut pas se comment dire? Se rendre malade pour ça, faut pas être déprimé, ça fait partie de la réalité. Puis souvent, c'est un achat pour très, très longtemps. Bien souvent, on espère que c'est l'achat d'une vie, c'est-à-dire qu'on va y rester toute notre vie, mais il faut parfois aussi accepter que potentiellement, on va y passer ici que quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ou parfois même beaucoup moins. Souvent, la vie, elle change, surtout, aujourd'hui en 2026. Les choses évoluent tellement vite qu'on peut être amené, des fois on achète la maison, un mois après, tout a changé, tout a basculé, puis, il faut vendre. Ça aussi, il faut y penser. C'est un scénario qu'il faut envisager. Puis, dites-vous que ce qui joue en votre faveur quand vous achetez une maison, c'est vraiment le temps. Si vous la gardez longtemps, vous allez rentrer dans vos frais. Mais si vous décidez de vendre la maison un mois ou 2 mois après, premièrement, il se peut que vous soyez taxé, sur une plus-value et que ce ne soit pas considéré comme une résidence principale. Ensuite, il se peut que justement, vous n'ayez pas encore remboursé tant que ça de capital en un mois ou 2 mois, donc votre prêt soit hyper, hyper élevé. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser, mais si vraiment vous vous préparez correctement à la fois avec votre courtier hypothécaire ou votre banquier, puis d'un autre côté avec votre courtier immobilier, il n'y a pas de raison.
Ça vaut le coup de se lancer dans l'achat immobilier, mais encore une fois, faites vraiment, 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 vos recherches de votre côté et puis je vous dis bonne chance si vous êtes dans ce parcours-là. En tout cas, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Pour continuer à assaisonner vos finances avec nous, vous savez quelle vidéo regarder, puis à la prochaine. Ciao, ciao.